après la grande pause du temps de Noël et de la rentrée, nous voici pour reprendre cette série de petites découvertes, de reportages sur notre patrimoine. Je vous rappelle simplement que notre patrimoine commun pour toute notre paroisse, qui est maintenant la paroisse Saint-François d'Assise, c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui fait que nous avons grandi et découvert beaucoup de choses et qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Notre identité, elle passe par nos racines et notre patrimoine. Alors aujourd'hui, je vous propose, après avoir fait tout un petit tour des villages, nous sommes arrivés au Creusot et nous allons découvrir ce qui fait le cœur de la ville du Creusot, ou plutôt ce qui fait son origine. Pourquoi est-ce que ici, au Creusot, il y a cette ville qui s'est construite? Nous rencontrons avec vous Monsieur Bernard Paulin, qui est l'ancien adjoint de la culture et qui est un passionné de l'histoire du Creusot. Il va nous faire partager cette passion avec, juste derrière moi, les deux fours de l'ancienne cristallerie. Il va nous expliquer qu'est-ce que sont ces deux fours et comment est-ce que ces deux fours sont un petit peu le trait d'union de toute l'histoire du Creusot, ici, sur ce site. Nous le rencontrons maintenant dans le four. Suivez-nous, nous allons dans le four, au chaud et à l'abri. A tout de suite. Eh bien, l'histoire du Creusot est toute récente. Le Creusot a 200 et quelques années, alors que la plupart des villes de France ont 1000 ans et plus, et quelquefois 2000, comme notre voisine Autun, qui a 2000 ans et qui est la sœur et l'émule de Rome. Ici, rien de tout cela. L'archéologie du Creusot, c'est 250 ans maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que du temps de Louis XVI, la France était menacée de déforestation à cause de l'usage intensif que l'on faisait du bois pour chauffer les fours, les forges, les hauts fourneaux surtout, qui produisaient de la fonte et de l'acier. Et Louis XVI, devant ce péril, a envoyé une mission avec de grands savants pour essayer de trouver un endroit où l'on pourrait creuser la terre, trouver du charbon de terre qui économiserait le charbon de bois et qui se substituerait en termes d'énergie à l'énergie ancienne qui était très dispendieuse. Et c'est ce qui se produit. On trouve ici du charbon de terre d'excellente qualité et on trouve du minerai de fer, ce qui convient parfaitement pour le projet de Louis XVI qui était de construire un arsenal, une fonderie royale de canons pour la marine. Et c'est ce qui se fait à la fin du XVIIIe siècle, peu avant la Révolution. On bâtit dans la plaine d'Hériot une grande usine, qu'on n'appelait pas usine d'ailleurs, qu'on appelait la manufacture, c'était plus chic, manufacture royale s'il vous plaît, donc qui était parrainée par Louis XVI. Et pour conforter le site industriel, sur la colline où nous sommes, on décide de bâtir une fonderie, non plus pour faire de la fonte et de l'acier, mais pour faire du verre, une cristallerie. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le château, improprement, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'un château, il s'agit effectivement d'une seconde manufacture de cristaux de la reine, puisqu'elle a été placée sous le marrainage, si je puis dire, de Marie-Antoinette. Et c'est ainsi que ce beau bâtiment ancien, qui a toute la noblesse d'un château, mais qui n'est pas du tout un château, qui est un bâtiment industriel, s'implante là où nous sommes. On y fabrique du verre, du cristal, des opalines et des incrustations dans le cristal de figures, d'imagerie populaire ou de portraits de gens un peu nobles qui souhaitaient avoir leur image inscrite dans un objet en cristal. La cristallerie a très bien vécu. De 1787, la fonderie royale c'est 1782, vous voyez, c'est presque en même temps. La cristallerie c'est 1787 et elle marche magnifiquement jusqu'au jour où une querelle de succession à la tête de l'entreprise provoque sa mise en vente et son rachat. On peut dire que les cristalleries de Baccarat et Saint-Louis ont fait sur le Creusot une OPA hostile, c'est-à-dire qu'ils ont acheté la cristallerie, acheté la production, débauché le personnel
et, comme on dirait aujourd'hui, délocaliser toute la production en Lorraine. Et on ferme la cristallerie, c'est exactement en 1832. On ferme et sans espoir de retour, puisque dans la clause de vente, il est indiqué qu'on ne pourra pas fabriquer du verre au Creusot pendant 50 ans. C'est bien signé l'arrêt de mort de la cristallerie. Et le bâtiment est abandonné. Ce n'est que 4 ans plus tard que la famille Schneider, les deux frères Schneider, fondateurs du Creusot moderne, rachètent l'ensemble et y installent des usines que l'on connaît encore aujourd'hui et qui se spécialisent évidemment dans le zone. Mais toujours dans la même chose, hein, toujours dans l'acier, la fonte, les constructions métalliques, la mécanique de haut niveau, l'énergie, tout ça, c'est resté la même chose depuis le XVIIIe siècle, en suivant évidemment toujours à la pointe du progrès et toujours à la pointe de l'innovation encore aujourd'hui. À partir de 1832, c'est tombé en déshérence. Les Schneider ont investi le corps central du château pour y faire leur résidence. Et puis ils y ont installé un hôpital, ils y ont installé des écoles, ils y ont installé un atelier de dentelle pour faire travailler les femmes. C'était un lieu très actif à partir de 1836. Mais les fours ne servaient à rien. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, en 1905 exactement, que la métamorphose définitive de la cristallerie en château a été opérée à la demande d'Eugène II, Schneider, à un architecte de renom qui s'appelle Ernest Sanson, qui a eu pour mission de transformer définitivement la cristallerie en château. Et je pense que c'est depuis ce temps-là qu'on l'appelle le château. Avant, ça devait s'appeler la cristallerie. C'est devenu effectivement un château parce qu'on lui a donné tous les attributs du château. Et dans les attributs du château, il y a une chapelle, il y a un théâtre, il y a un manège, et ces appellations demeurent encore, et ces fonctions demeurent encore aujourd'hui. Alors, le lieu a été transformé en chapelle en 1864. Madame Schneider, Constance Schneider, l'épouse de Eugène Ier, Constance Schneider était protestante. Et il n'y avait au Creusot pas de temple protestant. Elle a demandé à son mari de lui installer un temple ici où nous sommes, dans cette chapelle, qui est devenue une chapelle protestante, un temple protestant. Ça a été ainsi jusqu'en 1904. En 1904, elle est redevenue chapelle catholique. Elle est devenue chapelle catholique à la demande d'Eugène II Schneider. Mais c'était d'abord une chapelle protestante et c'est le premier temple protestant de la région même. Il y en avait à Châlons, mais pas ailleurs dans le département, à Autun peut-être, je ne suis pas sûr. Madame Schneider Constance a bâti le temple que nous connaissons, rue de Blanzy, qui est un temple qui est sur le modèle des églises du Creusot, en pseudo-gothique, et il a été inauguré en 1907. Madame Schneider était morte en 89, mais elle avait laissé dans sa succession tout ce qu'il fallait pour construire le temple et souder la communauté protestante qui a été très active, ne serait-ce que parce qu'il y avait au Creusot un gros brassage de population, donc il y avait des gens qui venaient de l'Est, qui venaient de Suisse, qui venaient d'Angleterre et qui étaient de religion protestante. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, la chapelle catholique a été fermée, elle était sans objet puisque les Schneider étaient partis, et ce lieu est devenu une galerie d'art municipale. On la met à disposition des associations culturelles comme les Beaux-Arts, la Société des Beaux-Arts ou le Photoclub par exemple, qui font tous les ans des expositions. On la loue aussi à des particuliers qui veulent organiser des expositions personnelles. On la prête à certaines associations pour des manifestations culturelles. Voilà, du culte aux cultures, à la culture. L'originalité de ce petit lieu, c'est d'être complètement minéral. Il n'y a rien d'autre que de la pierre, d'où une acoustique très difficile, très austère, très éclatante aussi, mais en même temps difficile à maîtriser.
Et puis ce qui est très beau, ce sont les peintures qui sont sur la coupole. Ce sont les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, je ne me trompe pas. Bravo. Et puis les vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force. La justice. Et j'en oublie une. La justice. La justice. Voilà, avec tous leurs attributs. Et ces peintures sont faites sur toile, ont été barouflées, comme on dit, c'est-à-dire collées très étroitement à la coupole, et elles sont du même atelier de peinture que l'auteur du Petit Théâtre, un nommé Fels, F-E-L-Z, qui a fait aussi les peintures de la salle à manger du château. Merci Monsieur Paulin de nous avoir fait découvrir un des deux fours, le four qui aujourd'hui est consacré à des expositions. Nous avons vu le premier four qui se trouve devant moi et nous allons maintenant découvrir le deuxième four qui est le Petit Théâtre. Mais attention, avant de découvrir ce deuxième four, il va falloir patienter. Cette semaine, nous avons découvert ce premier four et la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour découvrir le Petit Théâtre. Il a été rénové et Monsieur Paulin nous permet de le découvrir et d'en retracer l'histoire et son sens pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour visiter le Petit Théâtre. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.